Donc ça s'appelait 7 calcul d'entropie probablement. Et je vous rappelle le dispositif qu'on considérait. On avait un gaz compris dans un cylindre qui était fermé par un piston qui était libre de coulisser. À l'état initial, on avait une température T0, une pression P0, un volume V0. Et on mettait ça avec un thermostat de température T1. Donc ça, c'est un thermostat. Pardon ? Et donc, on avait commencé à calculer la variation d'entropie au cours de la transformation entre cet état initial et l'état final. Qu'est-ce qui caractérise l'état final? Si je fais le même dessin ici, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être la même chose? La vas-y. Ouais. Elle vaut quoi ici? Elle vaut T1 à la fin. Ok. Alors on a aussi le fait que le piston il est en équilibre avec l'extérieur, donc sur une pression P0 ici. On a encore la pression P0. Et donc le volume V1, on peut le calculer facilement. Allez-y, calculez V1 en fonction de température. Des données, des problèmes. On l'avait déjà fait. T1 sur T0. Donc ça va être la logique parfait. T1 sur T0 fois T0. Je remets le thermostat. Et donc, ce qu'on veut, c'est calculer la variation d'entropie quand on passe de cet état-là à cet état-là. On veut la variation d'entropie totale, c'est-à-dire on considère tout ça comme un système fermé. On va avoir deux contributions à cette variation d'entropie. On a celle du thermostat et celle du système. On avait calculé celle du thermostat, probablement. Celle du système, plutôt. C'était une de T1 sur Ok, donc ça c'était celle du système, effectivement. Donc on avait écrit pour le système que la quantité de chaleur reçue dans la transformation élémentaire c'était donné par CPDT plus un terme ADP. Cette transformation est isobar. Vas-y. Non, je me demandais, mais c'est pas réversible là, quand on a un thermostat. Non, là c'est pas réversible. Mais alors c'est toujours pareil, hein. On considère, pour le système entre cet état-là et cet état-là, on considère un chemin réversible. Comme S est une fonction d'état, la variation d'entropie qu'on va calculer comme ça sera aussi celle qui correspond à la vraie transformation. Donc on avait dû écrire ça, donc le DS au cours de cette transformation c'est delta Q sur T, c'est donc CP dt sur T. Et donc delta S, l'action d'entropie, c'est CP log de T1 sur T0. C'est ce qu'on avait trouvé? Oui. Cool, c'est le résultat juste. Donc ça c'est pour le système. Et maintenant ce que je vous avais demandé de calculer, c'est pour le thermostat. Quelle est la variation d'entropie? Eh bien cherchez 2 minutes. Le thermostat, il a une pression, il n'a rien dedans? Comment ça se passe? Alors comment ça, il n'y a rien dedans? Bah, c'est quoi le thermostat en lui-même? Ah, bah, ça peut être pas mal de choses. Hein. Ça peut être un mélange, par exemple, d'un solide et d'un liquide qui sont en train de fondre, enfin un solide en train de fondre. Donc comme de l'eau et la glace. Dans ce cas, ça serait ici un thermostat à température T égale 0 degrés Celsius. Ça peut être un dispositif avec de l'électronique qui va aller mesurer la température là-dedans. Et si la température se met à vouloir diminuer, ça allume une résistance chauffante. Et si la température augmente pas, ça allume un système réfrigérant. Ça peut vraiment être tout ce qu'on veut. Donc il y a d'autres. Ta question, c'est peut-être il y a d'autres variables que la pression et tout ça là-dedans. Hein. Oui, ça c'est vrai, probablement. Et en fait, on va voir qu'on s'en fiche un petit peu pour calculer la variation d'entropie. Donc si vous regardez dans votre cours un petit peu, quelques pages avant, on avait écrit la variation d'entropie pour un thermostat dans le cas général. Oui, tout à fait. Donc, on avait vu que, je refais un peu la démonstration ici, le DS pour un thermostat, c'est delta Q sur T du thermostat.
Et je vous avais expliqué la dernière fois que les échanges avec le thermostat pouvaient être... on utilise l'expression qui est ici, et comme la température du thermostat est constante, le delta S, c'est simplement effectivement le Q reçu par le thermostat, je vais l'appeler QTH, divisé par la température du thermostat. Donc ici, la température du thermostat, c'est T1, je vais remplacer les TH par des T1. Voilà, et donc ce qu'il faut calculer ici, c'est la quantité de chaleur reçue par le thermostat. Est-ce que je peux utiliser l'expression qui est ici? Bon, je vous laisse réfléchir. Calculez le QTH qui est ici, la quantité de chaleur reçue par le thermostat. Ouais, c'est moins l'autre, oui. On va juste tirer 0 et T1. on aura un moins dans le LN. Attention, hein, ici le logarithme vient du fait qu'on a divisé par T. Donc on n'a pas intégré delta Q, on a intégré delta Q sur T. Si vous voulez la quantité de chaleur totale ici, échangée avec le thermostat, vous devez intégrer ça. C'est dt qu'on intègre. Il n'y a plus de log, il ne va pas y avoir de log. Donc effectivement, la quantité de chaleur reçue par le thermostat, c'est l'opposé de la quantité de chaleur reçue par le système. Donc c'est moins le Q, je vais faire ça Q système, sur T1. Et la quantité de chaleur reçue par le système pour une transformation qui est ici isobar, on peut effectivement utiliser l'expression qui est ici. Et ça donne simplement effectivement Cp moins Cp sur T1, facteur de température finale T1 moins T0. Alors maintenant, ce qu'on cherche, c'est la variation totale. Donc c'est la somme de la variation totale du système et de celle du thermostat ici. Et donc delta S dot, c'est simplement donné par Cp log de T1 sur T0 moins 1 plus T0 sur T1. Alors attention ici, j'ai mis Cp en facteur et puis ça je l'ai réécrit ici tout de suite. Je divise tout par T1, ça fait T0 sur T1 moins 1. Du coup j'ai repris cette expression-là et je l'ai mise ici. A priori cette quantité, elle est comment? Elle est négative, positive, nulle, ça dépend. Alors on pourrait se dire que ça dépend des températures T1 et T0, mais ça va être bizarre parce que alors, le second principe nous dit que comme tout ça c'est un système isolé, l'évolution spontanée elle doit forcément vérifier ça positif. D'accord? Intéressons-nous un petit peu aussi de cette quantité. Et pour ça on va poser, juste parce que vous allez faire un petit truc avec votre machine à calculer, si on pose x égale T1 sur T0, le delta S dot qui est ici, c'est Cp facteur de log de x moins 1 plus 1 sur x. D'accord? Prenez votre machine, vous avez des machines graphiques, tracez ça, log de x moins 1 plus 1 sur x. Pardon? Ouais. Donc elle s'annule pour quelle quantité? Ça se fait peut-être, enfin on peut commencer les résultats, on peut vérifier. Pour x égale 1, ça fait 1 moins 1, 0, et log de 1, ça fait 0. Donc tout ça, ça s'annule pour x égale 1. Et si vous tracez donc, cette quantité ici, donc je vais mettre ça comme ça, c'est-à-dire que c'est juste l'accolade ici, ça fait quelque chose qui est comme ça. Vous êtes d'accord? Vous en foutez, vous? Vous faites pas? On l'a bien fait. Ça marche? Ouais, d'accord.
Donc effectivement, on voit que delta S tot est bien tout le temps positif, quel que soit le signe, enfin quel que soit x, c'est-à-dire quel que soit T1 sur T0. Donc même si T1 est plus petit que T0 ou T1 est plus grand que T0, dans les deux cas, la variation anthropique qui est ici est effectivement forcément positive. Et elle est nulle dans un seul cas, quand x égale 1, c'est-à-dire quand T1 égale T0, parce qu'il n'y a pas grand intérêt, voilà, on a un système à une certaine température, on lui colle un thermostat à la même température, ça se passe rien, oui, ça c'est réversible, effectivement. Est-ce que ça va, ça? Donc ça, c'est, je pense que c'est vraiment exactement le niveau de ce que j'estime que vous allez savoir faire. Voilà. Ce genre de calcul, là, peut-être en vous guidant un petit peu, mais ça, sans trop vous guider, je m'attends à ce que vous sachiez le faire. Enfin, vous aurez fait les TD et tout, hein, je ne dirais pas forcément maintenant, mais quand vous en serez devant votre feuille pour un contrôle continu, je peux vous demander ce genre de truc, et puis ce genre de truc, et puis tout ça. Même le signe, l'histoire du signe. Oui, bah après, si je vous donne. Alors, ça, je ne vais pas vous demander d'étudier cette fonction-là, montrer que. Voilà, mais je peux éventuellement vous la montrer ou vous demander de la tracer avec quelques points et voir la tête qu'elle a. Même si vous n'avez pas de machine graphique, ça se trace facilement. Ça. Pour x égale 1, on a un point là, on prend 2-3 points avant, 2-3 points après, on voit tout ce que ça donne. Ça va ? Est-ce qu'en thermochimie, vous en avez fait des calculs de variation anthropique? Ouais. Pour des réactions chimiques données Alors, on va se rapprocher un petit peu justement de la chimie, sans en faire, je vous rassure. Je vais vous parler de potentiel thermodynamique. Ça va être aussi l'occasion de préciser un point sur le second principe. Donc je vous rappelle que le second principe, le deuxième énoncé, là, alors il y a un premier bout de la phrase dans le second principe qui dit que pour des transformations réversibles, on a delta S égale ds égale delta QRS sur T. Et on a un deuxième bout qui dit que pour un système isolé, delta S est supérieur ou égal à 0. Alors en fait, on peut aller un petit peu plus loin dans l'énoncé. Non seulement quand un système est isolé, les variations d'entropie suivent cette loi-là, mais en plus, le système effectivement évolue pour augmenter son entropie. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, si on prend cet énoncé ici, juste tel que je à la lettre là, faire un petit peu attention à quelque chose. Imaginez que je mette un bloc de métal à température T1 en contact avec un bloc de métal à la température T2 plus grande que T1. Froid, chaud, pouf, on les colle. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va se refroidir, l'autre qui va se réchauffer. Si j'imagine qu'on a ici un état final qui est T'1 inférieur à T1, on peut avoir T'2 du coup qui va être liste chaud, j'ai des listes froid et froid, chaud. Donc le froid c'est réchauffé, le chaud c'est refroidi. On peut montrer, on ne va pas le faire ici, mais on avait commencé à le faire un petit peu dans un cours, on peut montrer que quand effectivement on est dans cette situation-là, delta S au cours de la transformation a bien augmenté. Et on pourrait se dire, si on s'arrête là dans l'énoncé, ben voilà, on a un état initial qui est comme ça, un état final qui est comme ça, et l'entropie a augmenté. Dans la nature, il se passe un peu plus que ça. Tant que le système peut évoluer pour augmenter son entropie, il le fait. C'est-à-dire que ça va aller vraiment le plus loin possible dans l'évolution jusqu'à ce que t seconde 1 soit égal à t seconde 2, c'est-à-dire qu'on aura égalité des températures ici. Donc en fait, ce que ça va faire, on peut montrer que ça maximise la variation d'entropie. Donc dans le second principe, il aurait fallu, je n'ai pas voulu le surcharger, mais il faudrait dire en plus que non seulement delta S est positif, mais le système tend vers son état de plus grande entropie. Je vais l'écrire en toutes lettres.
un système isolé tend vers son état de plus grande entropie. Et monsieur, l'entropie, elle est à 0 dans le dernier cas, quand la température se regarde. La variation d'entropie entre là et là, non, elle est, elle est possible. Alors on reviendra tout à l'heure sur un énoncé de ça que vous aviez, vous, évoqué quand je vous ai interrogé sur le second principe. Vous m'aviez parlé de désordre. Vous m'avez dit que le système devient de plus en plus désordonné. On verra tout à l'heure ou cet après-midi comment est-ce que c'est relié à cette phrase-là. Je l'ai écrit ici pour m'en rappeler. Il faudra que je vous parle de ça. Bon. Donc ça, c'est un système isolé, il tend vers son état de plus grande entropie. Dans beaucoup de cas, ça ne nous intéresse pas, ça, ou plutôt c'est pas ça qui nous intéresse directement, c'est-à-dire que quand on étudie un système en thermodynamique, c'est très rare qu'il soit isolé. Ça arrive, hein, mais souvent le système il est en contact avec des trucs, on essaye de lui faire faire, de lui prendre de l'énergie, de lui en donner. Par exemple, on a passé du temps à étudier les cycles thermiques pour les machines thermiques. Une machine thermique, si c'est isolé, ça ne sert à rien. Il faut qu'elles soient en contact avec des sources chaudes froides pour fournir du travail. Donc, on va maintenant explorer les conséquences du second principe pour des systèmes qui ne sont pas isolés. Il y a deux grandes classes de systèmes. Il y a ceux qui sont en contact avec des thermostats, ceux dont on impose la température, donc, et ceux dont on impose la pression. Et ça va nous amener à des grandeurs que vous avez aussi déjà rencontrées en chimie, qui sont l'énergie libre et l'enthalpie libre. Ça vous dit quelque chose, ça? Au moins les mots... Donc, on va considérer, pour commencer, un système en contact avec un thermostat à la température T0. On va considérer dans un premier temps que le système n'échange qu'avec ce thermostat. Il n'y a rien d'autre. Pour faire un petit dessin, on a ici un système et on lui colle un thermostat et on va considérer que le tout est isolé. Le tout, c'est-à-dire système plus thermostat, ça c'est un système isolé. Donc on peut dire quelque chose, là on se place dans le cadre de ce que je viens de dire juste avant. Pour un système isolé, on sait quelle est la loi qui régit l'évolution de ce système. On doit avoir que delta S tot est supérieur ou égal à 0. Et même mieux que ça, le système total ici va tendre à rendre maximal son entropie. Son entropie va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne le maximum possible. Le delta S total ici il est constitué de deux parties. Il y a le delta S du système plus celui du thermostat. Là, si vous avez une mémoire un peu plus à long terme que celle d'un poisson rouge, vous vous rappelez que ça, on vient de le calculer en fait. On a passé un petit peu de temps il y a 10 minutes. Dans le cadre de l'exercice, on avait un système en contact avec un thermostat. On a dit que ça, c'était égal à moins Q sur T0 ici, donc la température du thermostat. Moins Q, c'est la quantité de chaleur reçue par le thermostat. Si Q est la quantité de chaleur reçue par le système. T0, c'est la température du système, du thermostat. Et donc ça vous dit que delta S du système moins Q sur T0 est positif. Maintenant,
la quantité de chaleur ici, je peux la relier à une fonction d'état. D'après le premier principe, on a que delta U est égal à Q plus W, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autre échange qu'avec le thermostat. Delta U est simplement donné par Q, donc la quantité de chaleur qui est ici, c'est la variation de l'énergie interne du système. Donc, c'est la variation d'entropie du système. Vérifie delta S système moins delta U système sur T0 est supérieur ou égal à 0. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que si on réorganise un petit peu cette équation, je vais la multiplier par T0 et je vais et je vais tout multiplier par moins 1 aussi, vous allez voir pourquoi. Donc je multiplie tout par T0, ça fait delta U système plus T delta S système. 0, et ça c'est positif. Et si je multiplie tout par moins 1, delta U du système moins T0 delta S du système inférieur ou égal à 0. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça commence à ressembler à quelque chose que vous connaissez? Ouais. C'est l'énergie libre. Enfin, ça va devenir après l'énergie libre. Là, je peux l'écrire delta de la variation de U du système moins T0 S du système est négatif. Ça, la quantité qui est ici, on le note souvent F. Alors faites attention, il y a une subtilité ici, je vais le noter avec une étoile. Ce n'est pas encore tout à fait l'énergie libre que vous connaissez. Vous vous rappelez que l'énergie libre c'est U moins TS. Ici, le T0, ce n'est pas la température du système, c'est celle du thermostat. Donc ça, ce n'est pas U système moins T système fois S système, donc ce n'est pas encore ce que vous avez appelé l'énergie libre. Donc je lui mets une étoile comme ça pour le distinguer du F qu'on introduira après. Mais déjà, cette grandeur-là, elle est intéressante. Donc, encore une fois, pour insister lourdement, elle dépend de deux choses. Ça dépend de l'état du système, parce que ça dépend de U système et S système, et ça dépend aussi du thermostat, de l'état du thermostat. Et le système qui est ici évolue suivant delta F étoile inférieur ou égal à 0. Donc on retrouve un principe d'évolution similaire à celui qu'on avait pour un système isolé tout à l'heure. Pour un système isolé, on disait que S allait être maximisé au cours de la transformation. Bah, ici, pour un système en contact avec un thermostat, la quantité F étoile tend vers son minimum. J'insiste lourdement sur le fait que l'entropie ici n'est pas du tout maximisée. Le delta S du système n'est pas forcément la plus grande possible. On va avoir des cas tout à l'heure. Il y a des cas dans lesquels une transformation spontanée, comme ça, peut conduire à une diminution de l'entropie du système spontané. Mais c'est simplement parce que le thermostat lui aura son entropie qui va augmenter, et le tout, système plus thermostat, vérifiera bien cette équation-là. Mais ça n'implique pas que cette quantité-là est positive du tout. D'accord ? Quand vous avez donc un système en contact avec un thermostat, ce qui est le principe d'évolution qu'on peut écrire ne porte pas sur l'entropie, mais sur cette fonction F étoile ici. Et quand en plus le système est à l'équilibre, alors plutôt même dans le cas plus général, quand la transformation est monotherme, c'est-à-dire la température est égale au début et à la fin, quand la transformation est monotherme, donc je vais réécrire ce que ça veut dire. Ça veut dire que T initial est égal à T final, et donc ici égal à T0. Ça veut dire que dans ce cas, dans le F étoile qui est ici, le T0, c'est à la fois au début et à la fin, c'est là aussi la température du système. Donc dans ce cas, on a que delta U du système moins T système fois S système est inférieur ou égal à 0. C'est
cette quantité-là qu'on appelle l'énergie libre. Et donc, je récapitule ici, pour une transformation monotherme d'un système en contact avec un thermostat, delta F est inférieur ou égal à 0. Alors, du coup, à cause de ça, F, on l'appelle un potentiel thermodynamique. Et ça, c'est parce que vous vous rappelez qu'en mécanique, la notion de potentiel, vous avez déjà rencontré la notion de potentiel. Quand vous avez par exemple l'énergie potentielle d'un corps, vous vous rappelez que quand on laisse évoluer spontanément un système, il va tendre vers son état d'énergie potentielle la plus faible. En mécanique, les corps vérifient que delta de l'énergie potentielle est négatif. Donc ça rappelle un petit peu ça. F, c'est une fonction donc, qui a envie de devenir la plus petite possible. Et si on trace S en fonction des différents paramètres, si on trace ici F en fonction d'un paramètre, on aura quelque chose qui va être comme ça. Il va y avoir un minimum pour F, et le système il va aller se mettre ici. De la même façon que si vous lâchez une bille au bord d'un bol ici, la bille va faire ça, puis elle va s'arrêter au fond. À cause de cette analogie-là avec la mécanique, F, on l'appelle un potentiel thermodynamique. Alors, je vous mets en garde contre le mot là, enfin, pas contre le mot lui-même, mais ça s'appelle énergie libre. Si vous allez chercher sur Google énergie libre parce que vous n'avez pas compris en cours de quoi il s'agissait, vous allez tomber sur pas mal de bêtises. Alors, des bêtises de thermo peut-être, mais c'est surtout qu'en français, le terme énergie libre, ça désigne aussi un truc qui n'a rien à voir ou presque avec la thermodynamique, c'est l'idée qu'on puisse avoir de l'énergie gratuite. Quand vous avez des dispositifs qui exploitent une source d'énergie, en fait, vous faites un mouvement perpétuel avec une source de chaleur, ça, en anglais, ça s'appelle free energy. Mais free en anglais, ça veut dire plusieurs trucs. Ça veut dire gratuit en particulier. Les Anglais, ils parlent d'énergie gratuite. Et ça, c'est traduit en français par énergie libre, parce que ça veut aussi dire libre. D'accord ? Donc faites attention, les premiers trucs même sur lesquels vous tombez, quand vous tapez ça dans un moteur de recherche, c'est des trucs de Google qui vous parlent de gens qui n'ont pas compris la thermo, en fait. Donc faites attention. Le mot, c'est ceux-là qu'on utilise en thermo, on ne peut pas le changer. Alors, on va avoir une application de ça. Ouais, faisons-le tout de suite. Donc, une application de ça, le fait que delta F est négatif. Le système tend à minimiser son énergie libre. Et pour ça, on va considérer la situation suivante. On a une enceinte adiabatique et rigide. Je vais essayer de vous faire quand même lire un petit peu à travers les mots là, sans trop tout vous mâcher. Si je vous dis ça, enceinte adiabatique rigide, pourquoi est-ce que je vous dis rigide? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va apporter le fait que ce soit rigide? C'est indéformable. Oui.
La pression peut augmenter, oui. Le volume, Le volume ne change pas. Et alors en particulier, il n'y aura pas d'échange de travail avec l'extérieur. Travail mécanique. Ça, W est égal à 0. Ça veut dire quoi? Q égale 0. Donc il ne se passe rien. En gros, voilà, on a une enceinte dans laquelle on aura un système qui est isolé. Et on va considérer dedans un piston qui est libre de coulisser ici. Donc il n'y a pas de frottement, il peut bouger comme il veut. Et on a ici la température T. Ah non, je ne veux pas qu'elle soit adiabatique, pardon. Elle est rigide. Non, excusez-moi. Elle va être isotherme. On met ça en contact avec un... Justement, je veux appliquer ce que je suis en train de dire là, d'un truc en contact avec un thermostat. Donc elle est isotherme à la température T0. Donc on a ici la température T0. On a tout autour ici un bain à la température T0. Et on imagine que le système il peut échanger de la quantité de chaleur avec ce thermostat. On a des deux côtés un gaz, qu'on va considérer comme un gaz parfait, pourquoi pas, avec ici la pression P1, là la pression P2, ici le volume V1 et là le volume V2. Les pressions ne sont pas identiques et les volumes non plus. Et la question qu'on va se poser ici, c'est comment se traduit le fait que pour cette transformation, il va s'agir d'une transformation, on est exactement dans le cas qui est ici, ça va être une transformation monotherme, dans le sens où la température des deux systèmes est toujours égale à T0. C'est bien en contact avec un thermostat, donc on va avoir ici delta F égale. Comment ça se traduit? Eh bien, nous y calculons la variation de l'énergie interne pour le système. Ça. Pour le système 1, c'est-à-dire la partie qui est ici, son énergie libre, c'est U1 moins T0 S1. F2, c'est U2 moins T0 S2. Donc la somme F1 plus F2 est donnée par U1 plus U2 moins T0 S1 moins T0 S2. Il n'y a pas de quoi se coller par terre, il y a des calculs, on vient. Maintenant, si je calcule la variation de ça, d'une part, c'est égal à la variation de tout ça, c'est-à-dire variation de U1 plus U2 moins T0 delta S1 moins T0 delta S2. Que vaut la variation delta U1? Alors, il va falloir que je fasse une situation. Je vais noter Q1 ici, la quantité de chaleur reçue par ce bout-là d'enceinte depuis le thermostat, et je vais noter Q2, la quantité de chaleur reçue par ce côté-là. Donc ça, c'est donné par donc ça fait Q1 plus Q2 moins T0 delta S1 moins T0 delta S2. Il en manque un bout. Il manque quoi? J'ai écrit ici, j'ai appliqué le premier principe, donc j'ai introduit les quantités de chaleur Q1 et Q2. Qu'est-ce qui manque dans le premier principe? Delta U1, j'ai ici. C'est Q1 plus W1, hein, ça reçoit du travail aussi. Ça reçoit du travail de quoi? De où? Voilà, le piston. Donc lui il reçoit un travail de lui, et lui reçoit un travail de lui. Donc Ça c'est pas bien à 0 parce que c'est isotherme. non, alors attention, isotherme. Oui, alors ici on est. Oui, j'ai dit qu'on était dans le cas d'un gaz parfait. Oui, d'accord. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça vaudra 0. Je n'ai pas spécialement envie de me restreindre à ce cas-là, en fait.
D'accord. Donc dans le cas général, on ne sait pas ce que ça. Monsieur, Oui. le fait que rigide, ça engendre que W égale 0, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est une bonne remarque. Ça, le W qui est ici, c'est le travail reçu de tout ce gaz-là depuis l'extérieur. Ouais. D'accord? Mais après, à l'intérieur du système, il peut y avoir du travail échangé entre les deux sous-parties. On va calculer W1, tiens, et W2. Je vais les mettre ici. Alors ça sera peut-être plus facile pour vous si on écrit ça. Ouais, on va le faire de manière avec une transformation infinitésimale. Donc ça je l'écris avec des grands deltas ici. Je peux aussi l'écrire un d de f1 plus f2 est égal à du1 plus du2 moins t0 ds1 moins t0 ds2. Donc je peux aussi l'écrire delta Q1 plus delta Q2 plus delta W1 plus delta W2 T0 DS1 moins T0 DS2. Donc calculer delta W1 et delta W2. Je comprends pas, ça me va. Pardon? Il n'y a pas de variation de volume. Si lui, V1 va changer, V2 aussi. Ici, si la pression est plus grande de ce côté-là, le piston va être poussé. D'accord, je n'ai pas compris ça. Okay, donc, le piston ici est mobile. Hein. Donc, comme les pressions ne sont pas les mêmes, le système va évoluer. On sait déjà comment il va évoluer. Hein. Il va être poussé du côté de la pression la plus basse. En fait, c'est ce qu'on va montrer, ça. Ça va être le résultat justement du fait que delta F est positif pour ce genre de transformation. Alors, que vaut delta W1? Allez-y, cherchez 2 minutes. En fonction des variables qui décrivent le gaz 1. Ouais, vas-y. Ok. Alors, dV1. Delta W2. Ok. Donc si je fais la somme des deux, ça fait moins P1 plus P2. Non, pas du tout encore, pardon. Moins P1 dV1 moins P2 dV2. Est-ce qu'on peut dire un truc intelligent ici sur dV1 et dV2? Ah non, ils sont inverses. Ils sont opposés. Ouais. V1 plus V2, c'est une constante, hein, c'est le volume total. Donc quand l'un varie, l'autre varie en sens opposé, parce que si je fais la différentielle de ça, ça donne ça. Donc ça veut dire que dV1 est égal à moins dV2. On n'a pas besoin de faire tout ça pour se rendre compte de ça. Quand un des volumes augmente, l'autre diminue d'autant. Donc du coup, ça veut dire que dans le travail qui est ici, delta W1 plus delta W2, ça s'écrit moins P1 moins P2 dV1. Allez-y. Non? Ça doit être nul, donc je sais que P1 est ça. Et pourquoi ça doit être nul? Si on est travaux utilisés, ça se dit. Le seul truc qu'on sait sur l'évolution, c'est le fait que ça va être positif. DF est positif. Donc tout ça, ça doit être positif. C'est ça qu'on sait. Mais il y a encore d'autres termes là. Donc eux, là on vient de calculer les termes qui sont ici, mais encore celui-là, 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 celui-là. Est-ce que vous pouvez me dire un truc intelligent sur la ligne du haut là? Ça c'est un DS1 ici. Sur quelle ligne? Sur la ligne qui est ici. Là. La première ligne de l'égalité. Il est Q1 plus il y a Q2, c'est nul. Pourquoi? Je me fous, ça met isotère.
Non, mais quand il échange, c'est Donc que le système soit isotherme, ça ne veut pas dire que ces échanges sont nuls. Encore une fois, si je refais le petit dessin, il reçoit ici Q1, delta Q1, il reçoit ici delta Q2. Rien ne nous dit que ce qu'il reçoit ici, c'est l'opposé de ce qu'il reçoit là. Si, pourquoi? Mais il change pas avec l'extrême. Si, il est en contact avec un thermostat. Ah. Donc tout ça là, c'est un gros bain à la température T0, et donc il peut justement échanger avec pour garder sa température constante. Bah, en fait, le truc intelligent à dire là, c'est que le DS1, c'est précisément donné par delta Q sur T, delta Q1 sur T0. C'est comme ça qu'on la calcule, la variation d'entropie pour le système quand sa température est constante. Donc, ça veut dire que delta Q1 est égal à T0 DS1. Ouais. C'est pareil pour delta Q2, pour la même raison. Et donc la variation d'enthalpie d'énergie libre totale, dF, est simplement donnée par la première ligne s'annule, la deuxième ligne est donnée simplement par ça, donc ça c'est donné par moins P1 moins P2 dV1. Et ça, c'est positif. Monsieur? Oui. Est-ce que pour autant on peut affirmer dans tous les cas que delta F c'est égal à delta W? Parce que dans tous les cas on aura un delta U, on va sortir Q et... Alors effectivement, W, si le système n'échange de l'énergie qu'avec les thermostats, dans ce cas oui. Ah, c'est que si ça change de l'énergie que tu as. Oui, parce qu'il peut y avoir, tu aurais pu imaginer ici que dans le système, donc il y a le thermostat ici, le thermostat là, donc ça échange ici Q1, Q2. Et tu aurais pu aussi imaginer que là, je sais pas, tu mets un truc chaud par exemple. Tu mets un autre corps, tu apportes de la chaleur autrement qu'avec un thermostat. Par exemple, tu mets une bobine chauffante dans le système. Donc ça aurait été un autre apport de chaleur qui n'est pas un échange avec un thermostat. J'en reparlerai tout à l'heure de ça, de la relation avec le travail, c'est une bonne remarque. Mais effectivement, pour un système qui n'échange qu'avec des thermostats, en ce qui concerne la quantité de chaleur, on va toujours avoir cette annulation ici entre le delta Q et puis les termes en TDS. Alors juste pour revenir sur ça, là. Qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant physiquement ça? Imaginez qu'on est P1 ici, on a P2. Je rappelle que la température, c'est toujours T0 dans les deux cas. On a ici V1 et V2. Si P1 est plus grand que P2, le sens de variation. oui, ça nous dit le sens de... J'ai mis positif ici, moi il n'a rien dit. Moi, c'est plutôt le C'est négatif, hein. Justement, c'est négatif. Donc si P1 est plus grand que P2, donc si on a ici une grande pression et une petite pression, la parenthèse qui est ici, elle est positive, si P1 est plus grand que P2. Donc pour que tout ça, ça soit négatif, comme il y a un sinon, il faut que dV1 soit positif. Donc si P1 est supérieur à P2, alors dV1 supérieur ou égal à 0. Et inversement, si P1 inférieur à P2, alors dV1 inférieur ou égal à 0. Donc ça vous dit comment va évoluer le système. Le système va évoluer pour que les pressions s'égalisent finalement, pour que ça devienne le plus possible. Donc on est P1 égal à P2 ici. Donc sans faire appel du tout ici à une notion mécanique, une interprétation mécanique de la pression, on montre que de toute façon le système va tendre à égaliser les pressions. Pardon? On vient de faire tout ça pour savoir ça. Alors c'est d'accord, c'est une bonne remarque. Tu pouvais dire en fait on le savait déjà. Il se trouve qu'il y a des situations dans lesquelles la pression n'a pas d'interprétation mécanique simple. Alors, je vais faire une remarque sur F. Donc, quand on a dit que delta F était négatif pour un système
en contact avec un thermostat, on avait considéré que le système n'échangeait pas de travail avec l'extérieur. On va maintenant considérer un truc un tout petit peu plus général, une situation un tout petit peu plus générale. Considérons un système en contact avec un thermostat toujours, et qui peut échanger du travail avec l'extérieur cette fois-ci. Et je vais reprendre la démonstration de tout à l'heure. On avait vu tout à l'heure, quand on avait utilisé le fait que delta S stop était plus grand que 0 quand on considère le thermostat plus le système. Ça nous avait conduit, je ne reprends pas la démonstration, vous l'avez une page avant, ça nous avait dit que delta S du système moins Q sur T, c'est le thermostat, était positif. Et j'avais écrit tout à l'heure delta U est égal à Q. Maintenant, ces systèmes peuvent aussi échanger du travail. Il y a le terme de travail ici en plus. Donc, le premier principe nous dit ça. Et donc, ça nous dit ça que Q, c'est égal à delta U moins W. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a le terme de travail en plus qui va se mettre là-dedans. Je vais l'écrire dans l'équation qui est ici. La variation d'entropie du système, moins delta U sur T0 plus W sur T0, supérieur ou égal à 0. Et donc, si je fais la même manière que tout à l'heure, de multiplier tout par T0 et multiplier par un signe moins, ça vous dit que delta U moins T delta S moins W est négatif, donc ça c'est inférieur ou égal à W. Voilà. Donc, dans le cas où le système peut échanger du travail avec l'extérieur, ce qui tout à l'heure s'écrivait delta F étoile et négatif, c'est maintenant inférieur ou égal à W. Voilà, c'est ça la loi la plus générale. Alors ça peut être un petit peu surprenant, parce qu'on se dit, tiens, le travail est forcément plus grand que quelque chose, et le travail plus grand, on se dit, bah ouais, donc du coup, en fait, ça donne une limite inférieure au travail qu'on peut donner, donc on peut avoir des travaux arbitrairement grands. Attention, il faut faire attention à quelque chose ici, c'est le signe de ces grandeurs-là. Pour un moteur, donc si on s'intéresse à un moteur pour lequel on veut récupérer effectivement du travail, on veut que le système fournisse du travail à l'extérieur, quel est le signe de W pour un moteur? Voilà, le travail reçu pour un moteur est négatif. Donc la quantité qui est ici est négative. Donc ça veut dire, si ce nombre négatif ici est plus grand que delta F, ça veut dire que la valeur absolue de W, elle est inférieure à la valeur absolue de delta F. Donc, la relation qui est ici, ça vous donne une limite supérieure sur le travail que peut fournir le moteur. Donc quand vous avez un moteur qui est en contact avec un thermostat, donc l'énergie libre vous donne un indicateur du travail maximum que vous allez pouvoir récupérer. L'égalité ici, dans toutes les inégalités qu'on a écrites, j'ai écrit inférieur ou égal ou supérieur égal, l'égalité est valable quand l'évolution est réversible. Donc ça vous dit que si vous faites une transformation réversible, vous allez récupérer exactement ce travail-là. Si vous faites une transformation irréversible, vous allez récupérer un travail plus petit. Votre moteur va être moins efficace, son rendement va être plus petit. Ça va ça?
tout ce qui concerne l'énergie libre, là, c'était des considérations qui étaient bien adaptées pour des systèmes en contact avec un thermostat. Maintenant, on va considérer des systèmes qui sont en contact avec un réservoir de pression, c'est-à-dire avec un corps qui impose la pression. Et un thermostat. Et je vais reprendre, donc je vais peut-être faire un petit dessin. Donc, le système qui est ici est en contact avec un réservoir de pression au-dessus. Voilà, le piston il appuie toujours à la même pression. Et puis un réservoir de thermostat à température T0. Et je vais reprendre les considérations qu'on a écrites. Tout ça, si ça forme un système isolé, delta S top est forcément positive. Donc je reprends la séparation de le delta S du système plus le delta S ici du thermostat, c'est-à-dire moins tout sur T0 est positif. Donc là ça ne change pas grand-chose avec ce qu'on a écrit tout à l'heure jusqu'à maintenant. Comme tout à l'heure aussi, delta U c'est égal à Q plus W. Sauf que ici, par rapport à tout à l'heure, le W, je sais ce qu'il vaut, le travail reçu par le système. Quand le système est en contact avec le réservoir de pression, ça c'est simplement donné par moins P0 fois delta V. C'est la variation de volume du système. Donc je peux écrire ici que ça c'est Q moins P0 delta V. Je vais reporter, je vais d'abord sortir passer le P0 delta V de l'autre côté pour écrire juste Q égale delta U plus P0 delta V. Et je vais reporter cette expression-là là-dedans. Et ça nous dit que le delta S du système moins delta U sur T0 plus P0 delta V sur T0, c'est supérieur ou égal à 0. Comme tout à l'heure, je multiplie par moins T0, et ça nous dit que delta U moins T0 delta S moins P0 delta V est inférieur ou égal à 0. Pourquoi j'ai un signe moins ici? Je ne veux pas de signe moins là. Vous êtes perdu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je me suis trompé dans un signe quelque part? Ça c'est ok. Le travail reçu ici par le système, c'est bien ça. C'est ici que je me suis trompé. Voilà, j'ai écrit Q égale à ça, et puis je ne sais pas pourquoi j'ai pas reporté de signe moins devant là. Donc le signe qui est ici c'est un moins. Donc le signe qui est ici c'est un plus. Ça vous dit un petit peu quelque chose, puisque c'est la variation de U moins T0S plus T0V inférieur ou égal à 0. Oui? Ça, cette fonction-là, vous l'avez déjà rencontrée. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure l'enthalpie libre. On n'en est pas encore là parce qu'ici on a T0, c'est pas la température du système, et P0, c'est pas la pression du système. Cette quantité-là, on l'appelle G étoile. Et donc, ce qu'on obtient ici, c'est que delta G étoile est forcément négatif. Donc, le principe d'évolution ici qui nous dit comment évolue un système en contact avec un réservoir de pression et un thermostat, c'est que ce système tend à minimiser son G étoile.
si la transformation est monotherme et monobar. Donc, si en plus d'être en contact avec le réservoir de pression, au début, la pression vaut déjà P0 et la température vaut déjà T0, et qu'à la fin aussi, la pression et la température qui interviennent là-dedans, ce sont les températures des systèmes. Et dans ce cas, on introduit G défini par U plus PV moins TS. U plus PV, vous vous rappelez ce que ça vaut? Comment ça s'appelle? C'est H, c'est l'enthalpie. Et donc ce truc-là, on l'appelle enthalpie libre, parce que c'est l'enthalpie dont on a enlevé le moins TS. Comme tout à l'heure, l'énergie libre, c'était l'énergie dont on avait enlevé TS. Donc ça, c'est l'enthalpie libre. Et pour ces systèmes-là, on a que delta G inférieur ou égal à 0. Tout ça, c'est si la transformation est monobar à isotherme. Alors, delta G est négatif, G c'est l'enthalpie. Là, vous pourriez faire une remarque mesquine et intelligente. C'est une remarque juste intelligente et pas mesquine, je prends. Juste mesquine et pas intelligente, je prends pas. Bah, ça a l'air un peu débile, mon truc. Enfin, je vous dis, si la transformation est monotherme et monobar, donc ça veut dire que finalement la température n'a pas varié, la pression n'a pas varié. Si mon truc c'est un gaz parfait, ou même juste un gaz, il n'y a rien qui varie. Hein, parce qu'une fois qu'on a fixé la température et la pression, on a fixé tout le reste. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, en gros, c'est que si rien varie, delta G est négatif. C'est un peu bizarre. Hein. Voilà. Ouais. Oui, allez, vas-y. Qu'est-ce que... C'est pas forcément valable pour le train. C'est pas forcément uniquement pour les gaz parfaits. Voilà. Donc effectivement, là où ça va devenir intéressant, pour un gaz parfait ou pour un gaz en général, juste un gaz qui a une équation d'état donné, ça c'est pas intéressant du tout. Mais dès qu'on a un système un peu plus compliqué dans lequel on a d'autres variables d'état qui interviennent, par exemple, si on a un système chimique avec deux gaz qu'on met en même temps, l'un avec l'autre, dans ce cas-là, il va y avoir une autre variable qui va être la quantité relative des réactifs et des produits. Et là, ça va être super intéressant du coup, parce que le principe qui est ici, delta G négatif, va nous dire comment va évoluer la composition du système. Comment vont évoluer les autres grandeurs que la pression et la température au cours du temps. Et ça va nous dire, ça en chimie, en chimie ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Vous avez assez vite, normalement en chimie, introduit l'enthalpie libre, parce qu'en chimie, on est souvent dans des transformations qui se font à température constante. Vous mettez un bain thermostaté avec l'aimant qui tourne, là, blablabla, le truc qui mélange, et vous êtes à pression constante parce que le truc il est sous la pression atmosphérique. Donc vous faites des transformations chimiques qui sont exactement dans ce cas-là, qui sont monothermes et monobar. Et le fait que delta G soit négatif pour ces transformations-là, ça vous dit des choses sur quelles transformations sont possibles, spontanées, et lesquelles ne le sont pas. C'est vrai ça? Vous avez fait des trucs comme ça en chimie? On verra plus tard. Ça c'est la chimie, on s'en fout. Alors on va voir quelques conséquences pour terminer aujourd'hui.
On va voir quelques conséquences des principes. C'est pas 9? C'est bon, C'est 8? non, c'est 9. Non, c'est ça. Et alors on a déjà commencé à le faire un petit peu, là je voudrais aller un peu plus loin. Donc on a vu la dernière fois que, en écrivant par exemple que DU c'était égal à TDS. Non, on n'a pas fait comme ça du tout. On a vu la dernière fois que DU c'était CVDT plus L-P dV et DS c'était CVDT sur T plus L-P dV sur T. Et on écrit le fait que ces deux relations ici, enfin que US sont des fonctions d'état, ça veut dire que les deux différentiels qui sont ici s'appellent différentiel total, et que donc on a égalité des dérivées croisées. Et on en avait déduit la dernière fois, ça, que L était donné par 1 sur T, probablement d rond T sur d rond P, mais vous allez me dire, je ne sais plus. D rond P sur d rond T avec. Voilà, on avait écrit avec un moins 1. Non, pas moi. C'était T, oui. C'était d rond P sur d rond T. Oui, c'est l'inverse. Merci. L est égal à T, d rond P sur d rond T. Comme ça. À volume constant. Bon. Donc ça, c'était ce qu'on avait appelé la relation de Platon. On va aller un petit peu plus loin et utiliser ça. Vous allez voir que c'est une conséquence intéressante, ça. Par exemple, on va écrire ici le fait que, comme DU est une fonction d'état, on a que d rond CV, la dérivée de CV par rapport à V, est égale à la dérivée de tout ça, de L moins P, par rapport à T. Ça, c'est à T constant, et ça, c'est à V constant. Donc, j'écris ici l'égalité des dérivées croisées dans la première ligne ici, dans DU. Donc ça c'est simplement d rond L sur d rond T à V moins d rond P sur d rond T à V. Je vais remplacer dans cette expression-là la valeur de L par celle qu'on a obtenue au-dessus. Je dérive ça par rapport à la température à volume fixé. C'est un produit, je vais donc avoir deux termes. D'abord, si je dérive T par rapport à T, bah ça donne 1, il reste simplement d rond T sur d rond T à V. Et ensuite, si je dérive maintenant ce terme-là, ça fait plus T, D2P sur d rond T2 à V et V. Alors attention, ici c'est à V constant, j'en mets 2 parce qu'il y a deux dérivées par rapport au temps, par rapport à la température, pardon, et les deux se font à volume constant. Et puis je reporte enfin ce terme-là, moins d rond P sur d rond T à V. Et vous voyez que ce terme-là se simplifie avec celui-là. Et donc cette dérivée ici de la capacité calorifique à volume constant CV par rapport au volume est simplement donnée par T D2P sur d rond T2 à volume constant. C'est pas un W, hein, ici c'est 2 V à chaque fois. Oui. Vas-y, tu veux savoir d'où vient celui-là? Attends, je vais dire en fait d'où vient tout parce que. D'où vient Dans le vernis. Ça va? Ouais, ça c'est bon, la suite aussi. Ça va, ok. Donc pour passer de là, j'ai pris le L qui est ici. Ah, vous avez dérivé, ouais. Et je l'ai dérivé par rapport à la température, ça me donne deux termes. Dérivé ce produit par rapport à la température, j'ai d'abord dérivé de ça, ouais. Fois ça, ça donne 8. Ouais, d'accord. Et ensuite, ça fois le dérivé de ça, ça donne 8. Cette relation-là, elle ne vous parle pas. Enfin, voilà, bon, on a une relation. Ceci dit, vous allez voir que c'est super intéressant. Bon, c'est intéressant. C'est super intéressant. Pour un gaz parfait, qu'est-ce que ça nous dit, ça?
calculer D2P sur DT2 pour un gaz parfait à volume constant. Comment on savait que CV il était égal à... Parce que j'ai écrit les deux, la première... par contre, CV de lambda, ouais, ça. Comment on sait ça? Ouais. Ça, on sait parce que c'est dans la première expression ici. Ça, c'est une différentielle totale, donc on a égalité de dérivée croisée. Dérivée de ça par rapport à V est égale à dérivée de ça par rapport à V. Ça, c'est vraiment quelque chose de général. Hein, je écris juste un coup. Quand on a df est égal à adx bdy, dérivée de ça, dA, oui, j'aurais écrit quand même, d-1 sur d-1y, à x constant est égal à d-1b sur d-1x à y constant. Alors, pour un gaz parfait, ça donne quoi? Oui, ça donne 0. Effectivement, parce que d-P sur d-T, bah, ça fait quelque chose. P, donc AV constant, hein, P c'est nRT sur V, donc ça fait nR sur V. Et quand on dérive ça encore un coup par rapport à la température à volume constant, bah, ça fait 0 parce qu'il n'y a plus la température. Donc pour un gaz parfait, D2P sur D2T2 AV volume constant, ça fait 0. Et donc D1CV sur D1V, T constant est égal à 0. Donc la capacité calorifique volumique, enfin volume constant, pardon, ne dépend pas de la température, ne dépend pas du volume. Bon, là, il n'y a pas encore de quoi se rouler par terre, mais ça va venir. Donc ça nous dit, bah voilà, pour un gaz parfait, donc c'est une propriété effectivement qu'on vient de démontrer. Pour un gaz parfait, la capacité calorifique à volume constant ne peut pas dépendre du volume. Ne peut pas dépendre du volume. Bon. Là où ça devient plus intéressant, c'est que si on fait le même calcul pour un gaz de Van der Waals. Je vous rappelle que l'équation d'état est donnée par P plus N2A sur V2. Facteur de V moins NB. Vous avez vu un TD sur ça? Ouais. Égal à NRT. Voilà, donc ce que ça fait, il y a un terme ici en plus, et puis un terme ici en plus. Ça, c'est la pression, un terme de pression en plus, et là, un terme de volume interdit. Bon. Ça, c'est Van der Waals. Si j'élimine la pression là-dedans, ce que je vais vouloir calculer, c'est la dérivée de la pression par rapport à la température. Ça s'écrit simplement. P est égal à NRT sur V moins B. Moins N2A sur V carré. Si je dérive ça par rapport à la température, en fixant le volume, d-P sur d-T à V constant. Si le volume est constant, bah ça c'est une constante, quand on dérive ça fait 0. Ça, si le volume est constant, c'est quelque chose qui est proportionnel à T, donc ça fait simplement NR sur V moins B. Et on voit que, encore une fois, ça ne dépend pas de la température. Donc quand on redérive ça un coup par rapport à la température, ça fait encore 0. Donc pour le gaz de Van der Waals aussi, d-CV sur d-V est égal à 0. Donc CV ne dépend pas de V. Et la raison pour laquelle je vous dis que c'est intéressant depuis tout à l'heure, c'est que si la capacité calorifique à volume constant d'un gaz de Van der Waals ne dépend pas du volume, si je prends un gaz et que j'augmente son volume, sa capacité calorifique ne change pas. Bon. Si j'augmente beaucoup le volume d'un gaz de Van der Waals, son équation d'état tend vers celle des gaz parfaits. Quand on dilue énormément un gaz de Van der Waals, les interactions entre les particules deviennent de plus en plus négligeables, et donc il se comporte de plus en plus comme un gaz parfait. Donc si à température constante, j'ai un certain gaz de Van der Waals, température constante, j'augmente son volume, sa capacité volumique ne change pas, sa capacité calorifique à volume constant ne change pas, ça tend vers celle des gaz parfaits. Or, celle des gaz parfaits ne dépend pas non plus du volume. Donc si je prends un gaz parfait à ce volume grand et puis que je le rediminue, la capacité calorifique ne dépend pas du volume non plus, donc reste la même.
Donc ce que ça vous dit, ça, c'est que la capacité calorifique du gaz de Van der Waals à une température donnée devrait être, est nécessairement égale à celle du gaz parfait. Je fais un petit schéma ici, j'ai une transformation à petit volume, grand volume. Donc ça, c'était un gaz de Van der Waals. Le gaz de Van der Waals ici tend vers le gaz parfait. Ce gaz parfait ici, si je le comprime, lui, pour obtenir un gaz parfait qui a le même volume qu'initialement, la capacité calorifique de là à là ne change pas. Celle-là est égale à celle-là, puisqu'on a le gaz parfait. Celle-là est égale à celle-là à cause de la relation qui est là-bas. Donc ces deux corps ici ont la même capacité calorifique à volume constant. Donc ça veut dire que CV devrait être à la même valeur pour un gaz de Van der Waals que pour un gaz parfait. À température donnée. Or, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire que expérimentalement, ce n'est pas vrai. Vous prenez plusieurs gaz de Van der Waals, ils n'ont pas, quand on mesure les capacités calorifiques à volume constant, elles sont différentes d'un gaz de Van der Waals à l'autre, et elles sont en tout cas pas égales à celles du gaz parfait correspondant. Donc ça vous dit qu'il y a un défaut dans l'équation d'état de Van der Waals. Elle ne décrit pas certains aspects des gaz réels. Ça, c'est un problème. Hein. Ça veut dire que si on veut faire de la thermo qui marche, précise, il ne faut pas prendre le gaz de Van der Waals. Il y a des équations d'état un petit peu plus élaborées qui ont été proposées pour résoudre ça. Par exemple, ce qu'on appelle l'équation de Berthelot. Qui s'écrit de la manière suivante. Je vais m'arrêter là. Il y a simplement un T en plus ici. Alors du coup, le A n'a pas la même valeur numérique parce qu'il n'a pas la même dimension que dans le cas de Van der Waals. Mais voilà, on introduit une équation d'état de ce type-là. Et on montre du coup, à partir de cette équation-là, que si on refait tout le même calcul, on a du coup un T ici dans l'équation. Je vais mettre en jaune ce qui change. Juste sur ce tableau-là, dans le cas du gaz de Berthelot. Du coup, on se retrouve ici avec, quand on dérive ça par rapport à T, on a ici un plus N2A sur T carré V2. Et donc, quand on dérive ça par rapport à T, encore une fois, on a un moins 2N2A sur T3 V2. C'est différent de 0. Donc, avec cette équation d'état-là, on arrive à une capacité calorifique à volume constant qui dépend du volume. Bon. Le but de ce dernier calcul, là, c'est d'une part de vous faire manipuler les dérivées croisées, là, de voir un peu ce que ça donne, de démontrer ça notamment, et aussi de vous mettre en garde contre le fait que le gaz de Van der Waals, on l'utilise assez souvent comme modèle parce qu'analytiquement il est assez simple, mais c'est pas du tout, il n'est pas du tout parfait ce modèle. Hein. Ce n'est pas le modèle ultime de la description des gaz réels. Il a plusieurs défauts, dont celui-là. C'est un modèle ultime. Pardon ? Il y a un modèle ultime. Non, il n'y a pas de modèle ultime. Non. L'équation d'état d'un gaz dépend vraiment de la façon dont les molécules interagissent les unes avec les autres, et ça c'est super compliqué. On s'arrête là pour ce matin.